Cette question elle me fait beaucoup sourire parce que je suis dans un processus de réinvention depuis à peu près 10 ans. J'aurais du mal à dire aujourd'hui exactement qui je suis. Après, je peux effectivement expliquer le cheminement qui fait qu'aujourd'hui je sois dans cette dynamique de réinvention. La réinvention, elle passe par 2 ou 3 moments forts. Déjà par une question de déplacement. Le fait de m'installer en France, parce que je suis née en Martinique et j'ai vécu en Martinique jusqu'à mes 23 ans. Le fait déjà de me déplacer, d'être dans un autre contexte, m'a demandé effectivement un moment d'adaptation et de réinvention. Mais en réalité, je suis passée par plusieurs phases, parce que j'ai d'abord été artiste. J'ai fait les Beaux-Arts pendant 5 ans en Martinique. Et le lendemain de mon diplôme de DNSEP, je suis interpellée par l'un de mes enseignants qui me regarde et qui me dit ça y est, Olivia, tu es diplômée, tu es artiste, mais tu sais, on t'attend nulle part. Alors c'est un enseignant avec lequel j'ai toujours eu des relations assez virulentes et en même temps très stimulantes. Et voilà, il est en train de me gâcher un peu ma joie, mon euphorie, avec ma jeunesse et ma spontanéité. Je ne comprends pas cette discussion que l'on a à ce moment. Et puis, pendant plusieurs mois, je rumine comme ça, je me pose la question, je suis dans une lutte comme ça avec moi-même, à essayer de comprendre qu'est-ce qui le pousse à me dire ça. Et finalement, ça a été le meilleur cadeau qu'il ait pu me faire que de m'interpeller sur ces questions-là. Et un autre moment vient où je participe à un colloque, encore en Martinique, sur la question du marché de l'art des artistes de la Caraïbe. Et où je me rends compte qu'il y a effectivement un contexte insulaire qui est assez défavorable pour l'installation d'un vrai marché, comme on l'entend à l'international. Et je me rends compte qu'il faudrait un sacrifice. Il faudrait que j'arrête ma pratique et que je passe de l'autre côté et que je devienne une de ces institutions qui puisse à la fois valider, montrer, promouvoir, défendre les artistes. Et donc tous ces éléments confondus ont provoqué mon départ d'une île où je n'avais aucune envie finalement de quitter. Et je me sens obligée de partir et de continuer mes études, où là je fais un MBA en marché de l'art à Paris, dans une école privée, où j'apprends effectivement les rouages du marché, où il y a une scission nette entre la valeur artistique et la valeur marchande. On parle de produits et où déjà là, je suis dans une forme de rupture avec ce qui est en train de se passer. Et en même temps, je suis fascinée par ce monde que je ne connais pas. Et donc, très rapidement, après avoir obtenu mon MBA, j'ouvre une galerie d'art qui à l'époque est installée dans le 15e. Dans une forme d'urgence et en réaction finalement à tout ce parcours et à cette nécessité pour moi de m'inscrire et de commencer aussi une forme d'histoire. Et ma volonté de me réinventer, elle vient effectivement de tout ce que j'avais d'établi par rapport à mes projections futures en tant que femme, dans un monde professionnel. Je m'étais toujours rêvée artiste. Toujours rêvé dans la recherche, dans l'écriture, avec aussi une volonté d'enseigner, de donner, de transmettre des choses. Mais je ne m'étais jamais rêvée marchand d'art. Et si aujourd'hui on me posait la question du métier rêvé, je dirais celui de galeriste, étrangement. Donc il y a comme ça eu à la fois des déformations, des destructions de lignes, de parcours qui ont provoqué finalement ce nouvel espace dans lequel je m'inscris déjà depuis pratiquement 7 ans, puisque la galerie existe depuis 7 ans, et où j'essaye effectivement de trouver la forme la plus intéressante pour moi de projeter ma vision du monde. Et quand je parle effectivement de processus de réinvention, c'est parce que je crois que chaque année, chaque rentrée, chaque septembre, je crois que je me pose la question de qu'est-ce que j'ai appris de ce monde-là et comment le monde m'a changé, comment il m'a permis d'évoluer et qu'est-ce que je suis capable de rendre de cette évolution-là. Et je suis effectivement dans une forme d'écriture, à la fois personnelle et en tant que projet plus grand aussi.
Donc j'ai envie de dire, chaque jour j'aurai une réponse différente, mais j'ai choisi aujourd'hui de montrer plus le processus de création plutôt que la résultante. Voilà. Alors, d'où je parle, ça dépend du moment. Aujourd'hui, effectivement, je suis à Paris. La galerie est basée à Paris. Je vis moi-même à Romainville et je voyage beaucoup entre l'Espagne, l'Amérique latine, la Caraïbe, les États-Unis. Parce que justement, j'ai cette vision et cette ligne artistique qui est très portée vers certaines zones géographiques, qui sont aussi des lieux qui sont favorables à la fois à une présentation d'un certain type d'artistes. Il y a déjà un tissu socio-économique aussi qui est favorable et qui nous permet de tisser des liens avec d'autres espaces géographiques. Du coup, je dirais que ma parole, elle est multiple et qu'elle est à la fois présente dans différents lieux. Par contre, j'aurais tendance à avoir un discours un peu différent en fonction des lieux dans lesquels je me trouve. Parce qu'on a une façon de parler, on a un langage, on a un vocabulaire, on a aussi une réception du discours qui n'est pas le même. Et j'aime bien justement ces va-et-vient entre les deux, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, une espèce de tension entre la façon dont je peux proposer des choses dans la Caraïbe ou en Amérique latine, et la façon dont je peux les proposer en France. Et la question du territoire, elle est importante, parce que je travaille avec des artistes qui ont un rapport à l'histoire qui est complexe, notamment pour ce qui est des Antilles françaises. Et c'est vrai qu'on a une invisibilité de ces artistes-là sur la scène nationale et internationale qui est assez importante. Et tout le projet, finalement, et tout mon engagement dans cette galerie, c'est également d'amener à nous un public nouveau, d'aller sur des sentiers qui ne seraient pas encore totalement défrichés et d'amener à voir ces artistes avec un autre regard. Un regard qui ne soit pas forcément eurocentré, qui soit apte à la rencontre, sans cette nécessité de garder en tête des clichés, des idées reçues, une forme d'exotisme qui malheureusement colle dans les mémoires collectives et dont les artistes souffrent beaucoup. Et tout mon travail, effectivement, c'est de décortiquer cette vision existante des artistes de ces régions du monde pour les amener à être vus, perçus et compris comme des artistes tout court. Sans cette notion, effectivement, qui fait beaucoup de mal aux artistes. Je crois que le rapport à la tropicalité, par exemple, est intéressant. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un projet qui parle de notions d'exotisme et d'armes et comment est-ce que l'on peut retourner cette vision étrange que l'on peut avoir de l'autre pour mieux exister face au monde. Et je crois que c'est l'un des combats que je mène, qui est un combat essentiel pour moi, c'est que l'on puisse à la fois présenter un artiste latino-américain ou un artiste caribéen ou un artiste allemand ou suisse ou autrichien exactement de la même façon. Qu'il n'y ait pas cette nécessité de spécificité, comme si on aurait quelque chose de tellement différent, de tellement incompréhensible de là où on peut se placer, qu'il faudrait une surenchère d'informations, une surenchère de signes qui finalement brouillent notre vision. Et c'est ce que j'essaye de faire. Malheureusement, on a souffert quand même, notamment en France, de grandes expositions thématiques, avec des thématiques liées à la géographie qui sont pour moi aujourd'hui obsolètes et qui ont été mal faites. Je prends un exemple, par exemple celui de Creole Factory, qui était une grande exposition qui a eu à la Villette en 2009 et qui parlait de la scène caraïbe. Et les commissaires d'exposition ont eu l'idée, pour la scénographie, de récupérer la structure des cales des bateaux négriers qui faisaient la traversée depuis l'Afrique vers les Amériques. J'ai trouvé ça extrêmement horrible. Et j'en parle et ça me donne la chair de poule parce que je trouve que c'est un acte fort mais qui a ravagé
finalement la perception que l'on pouvait avoir de ce type d'artiste. Et ça ne viendrait pas à l'idée au commissaire de le faire pour d'autres types d'artistes. Et je crois que c'est assez fondamental. Et c'est tout ce que j'essaye finalement de déconstruire, de défaire, pour amener le public à voir l'art contemporain d'une autre façon. Que ça soit effectivement avec les artistes qui soient spécifiques à une zone ou pas, notamment à l'Amérique latine ou à la Caraïbe, je crois que j'y tiens beaucoup. J'ai toujours lutté contre le fait d'avoir une galerie qui soit spécialisée, parce que pour moi, le projet, il n'est pas là. Mon envie, c'est de défendre une forme de poétique de la relation qui permette de réfuter la question de la racine unique. Je pense que Édouard Glissant l'a beaucoup défendu dans ses écrits et je crois que c'est fondamental pour moi. Cette façon que l'un peut avoir d'interpénétrer l'autre sans forcément le changer dans toute sa structure, mais lui permettre d'exister dans sa multiplicité. Et je crois que c'est ce que l'on essaye de faire à la galerie et qui me semble capital, même moi dans ma façon, dans ma posture, dans ma façon effectivement de travailler, d'écrire, de penser aussi le monde tel que je le vois. J'ai cette nécessité effectivement d'être toujours dans une forme de circulation. Je parle souvent de projets artistiques liés à la question de l'oblitération de la mer et de la circulation des idées. Et comment est-ce que finalement les idées peuvent circuler et permettre au monde de se regarder et de fonctionner ensemble. Comment est-ce que l'on est capable de se répondre, que l'on soit d'accord ou non sur des sujets, et d'arriver à créer une pensée nouvelle, actuelle, et qui soit décloisonnée, que la question de la géographie soit occultée, et si elle est présente, qu'elle soit nécessaire au débat. Et c'est ce que l'on essaie de faire en fonction des projets d'exposition. Par exemple, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup sur la question du lieu et la prédominance du lieu dans la pratique. Et comment est-ce que finalement on s'attend à voir un artiste qui soit issu de telle ou telle zone avec telle ou telle pratique. Et j'aime bien l'idée de brouiller les pistes aussi. Alors c'est fait de façon assez subtile. Je n'ai pas une démarche d'activiste, je n'écris pas non plus de manifeste sur ces questions-là. Mais de façon assez sous-jacente et en sous-bassement, j'essaie de faire passer un certain nombre d'idées qui sont pour moi fondamentales sur la façon dont on peut vivre ensemble et construire et penser un monde ensemble. Donc ce sont toutes ces expositions que je vais mener à la fois à la galerie et en dehors de la galerie. C'est la façon de constituer un corpus d'artistes. C'est toutes ces structures que je peux mettre en branle qui vont me permettre effectivement de faire passer ce discours et ces luttes que je mène, qui sont aussi des luttes personnelles. Mais je crois que la galerie, c'est aussi le reflet de qui je suis à certains moments. Alors, je veux dire déjà que je m'adresse à tout le monde. Ma volonté, justement, c'est de porter un discours qui soit à la fois sur un territoire, la France, mais qui soit aussi en dehors. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien l'idée de pouvoir proposer des visions, mais de les déclarer de façon différente. La question du langage, la question du corps, de comment on parle, de comment est-ce que l'on fonctionne avec l'autre, de la temporalité aussi des échanges. Tout ça, ce sont des éléments que j'intègre véritablement dans mon travail. Sur la question de qui parle, c'est difficile à dire. En vérité, parfois, il y a la femme noire qui parle. Parfois, il y a la femme qui parle. Parfois, la galeriste parle. Parfois, la fille parle. Parfois, la mère parle. Parfois, la compagne parle. Je crois que je suis assez multiple. Multiple parce que je suis issue d'un espace qui parle de carrefour des mondes, entre l'Inde, entre les Amériques, entre l'Europe, entre l'Afrique. Et on embrasse un certain nombre de cultures. Et on a cette capacité, effectivement, peut-être de se diffuser. J'aime bien dire que j'ai une identité qui soit assez liquide,
qui est cette capacité d'épouser les cadres et les recoins et en même temps de sortir du cadre, de dépasser le cadre. Et en même temps, ça parle de questions de formation, de déformation aussi. Mais pour moi, là encore, ça intègre une forme de processus. Et je crois que je n'ai jamais été autant dans une lutte avec moi-même que depuis ces 10 dernières années. La question de l'altérité, par exemple, c'est une question qui m'est posée quand j'arrive en France. Quand j'ouvre ma galerie et que j'ai 26 ans à l'époque, j'ai une de mes artistes qui est brésilienne et qui me dit « Mais ça te fait quoi d'être l'une des rares galeristes noires en France ?» Elle me dit ça, elle me fait prendre conscience d'un certain nombre de choses parce que je ne porte pas ma couleur au quotidien, je ne me pense pas noire au quotidien, je suis noire. Et elle me fait comprendre effectivement que je suis l'une des rares et à l'époque, je crois qu'il y en avait peut-être une qui était d'origine africaine. Et je me rends compte qu'il y a là la formation d'un modèle. Alors, ça devient assez terrible pour moi parce que derrière cette question, il y a énormément de symboles qui viennent et qui s'agrippent à mon corps et dont je ne peux me défaire. Comment exister quand on n'a pas de modèle? Comment exister quand on est son propre modèle? C'est vrai que ça m'a bousculée parce que je me suis rendu compte que finalement, j'avais commencé à exister sans repère et sans me rendre compte finalement que je n'avais pas de repère. Et en même temps, ça me mettait une pression énorme quant à ma façon de m'écrire dans le monde. Parce que d'un coup, ma couleur me revenait. Et les rapports avec les autres, finalement, devenaient des rapports de confrontation de couleurs. Alors la confrontation n'est pas forcément dans le rapport à la lutte, mais il y avait quand même un rapport de confrontation qui était pour moi assez difficile. Et j'ai pris plusieurs années avant de pouvoir m'élever et de sortir effectivement de ce rapport noir-blanc qui se portait devant mes yeux. Et en même temps, j'ai pris conscience de ce que je pouvais écrire pour les autres, et notamment des générations futures. Et j'ai pris cette initiative que d'être à la fois dans la formation, dans l'enseignement, et en même temps de donner accès à un certain nombre de choses que j'avais personnellement pour des raisons contextuelles, comme des livres, des catalogues d'exposition, des choses qui sont très difficiles à trouver sur certains types d'artistes, notamment sur la Caraïbe, parce qu'il y a énormément, effectivement, de catalogues d'exposition, mais très peu de livres autour de l'histoire, même l'histoire de l'art. Et j'ai commencé à proposer, parce que j'étais aussi sollicitée par des étudiants, à leur proposer de venir et chez moi ou à la galerie, et de pouvoir récupérer toutes ces informations que j'avais collectées depuis des années, ou que l'on m'a offert également, pour leur permettre effectivement de commencer à s'écrire eux-mêmes. Et dans des relations un peu miroirs comme ça, j'ai porté un certain nombre d'étudiants qui aujourd'hui sont capables de se dire « je n'ai plus peur de me lancer dans ce genre de milieu-là ». Parce que le milieu du marché de l'art est un milieu très élitiste, opaque, difficile à engager, dans lequel la communauté noire est très peu représentée. Et la question du réseau est compliquée. Et effectivement, cette question, elle a été à double tranchant. Et elle m'a permis effectivement de m'inscrire en tant que modèle, de m'affirmer aussi en tant que modèle, et d'avoir cette responsabilité envers à la fois les générations à venir, envers les artistes aussi. Parce que la question du symbole, elle était difficile à percevoir, mais en même temps, il fallait s'investir de cette notion de symbole pour continuer à écrire les choses sans faire d'erreur. Alors c'est vrai que j'ai quand même répondu de façon assez satellite à toutes ces questions-là. Maintenant, c'est vrai que pour moi, mon projet, il est vraiment centré sur mon espace d'exposition
et sur ma capacité, effectivement, à illustrer des idées qui viennent à la fois de moi, mais aussi des autres. Le projet, il est collectif. L'idée, c'est d'avoir une pensée positive pour le monde, une vision aussi altruiste, humaine aussi. Je pense que ce sont des projets qui sont ambitieux, mais qui sont importants pour notre société actuelle. Et il y a un artiste qui, je crois l'année dernière, me posait la question en me disant « Mais Olivia, tu as fréquenté des gens comme Patrick Chamoiseau, comme Édouard Glissant, que tu as vu régulièrement parce que c'était les amis de la famille. Et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement que de grandir à côté de ces personnes-là ?» Et c'est vrai que je ne m'étais jamais posé véritablement la question. À part un amour de la langue, une nécessité de voir même dans les lieux et dans les gestes et les endroits les plus insignifiants des formes de beauté et de hauteur. J'avais pas vu forcément la dimension humaine, mais aujourd'hui je la ressens de plus en plus parce que très souvent il y a des conversations qui reviennent à moi et dans ma volonté de m'affirmer, de me construire aussi, ces éléments, ces souvenirs fabriquent chez moi de nouvelles réflexions. Et cette nécessité d'avoir une pensée positive et altruiste pour le monde, elle est nécessaire parce qu'on est dans une forme à la fois de repli, de peur. Et la question de l'altérité, j'en ai parlé, mais elle est fondamentale aujourd'hui. Et pour moi, je vois aussi la galerie comme un espace de réconciliation, comme une terre, je vais dire, vierge, dans laquelle, effectivement, on est capable de converser. Mais ces conversations, pour moi, ce sont des débuts, ce sont les prémices de ce que l'on peut emmener chez chacun de ceux qui vont entrer dans cette galerie et voir les expositions. C'est nécessaire pour moi. C'est peut-être une porte ouverte à cette nouvelle façon de voir le monde avec plus de compassion. Je pense qu'on a cette capacité d'être attentif à l'autre, même si on nous fabrique des œillères au quotidien. J'avais fait une exposition une fois qui s'appelait justement « Le monde est en panne d'une pensée pour le monde », où l'un des artistes parlait de la question des sans-visages. Et comment est-ce que finalement la misère était sans visage, la douleur était sans visage, l'autre était sans visage, et comment on avait cette capacité à détruire l'humanité chez les autres pour se préserver soi. Mais se préserver, ce n'est pas se couper du monde. Se préserver, au contraire, c'est une façon d'aller vers les autres. Et plus on ira vers les autres, et plus on se connaîtra soi-même. Et je crois que c'est aussi une façon pour moi de poser ces questions et de faire grandir à la fois ma propre personne et tous ceux que je peux finalement toucher au travers de la galerie.